Il y a une promesse qu'on entend partout dans le développement personnel. Fais ce qui te fait peur et tu grandiras. Et c'est vrai, partiellement. Mais cette phrase sans contexte, sans nuance, sans cadre, elle est potentiellement dangereuse parce qu'elle suggère que l'exposition à la peur est suffisante en elle-même. Que sauter dans le vide, n'importe quel vide, n'importe comment, produit automatiquement de la croissance. Et ce n'est pas ce que la science dit. La science dit quelque chose de beaucoup plus précis. Ce n'est pas la peur en elle-même qui produit la croissance. C'est ce qu'on fait avec ce que la peur révèle sur nous. Alors dans cette vidéo, on va explorer justement ce que la psychologie, la neurologie et la recherche sur justement le développement humain nous apprennent sur la connaissance de soi à travers l'action. Et je vais te donner des outils concrets pour pouvoir transformer chaque expérience difficile en informations utiles sur qui tu es vraiment et qui tu veux devenir. Alors, commençons par poser le cadre. La connaissance de soi en psychologie, c'est la capacité à percevoir avec précision ses propres pensées, ses propres émotions, ses valeurs, ses motivations et ses comportements. C'est un concept qui semble évident, mais la recherche montre quelque chose d'assez surprenant. La plupart des gens surestiment massivement leur niveau de connaissance de soi. La psychologue Tasha Eurich, qui est une psychologue organisationnelle, a mené une étude sur près de 5000 personnes dans différents pays. Sa conclusion, 95% des gens pensent avoir une bonne connaissance d'eux-mêmes, mais seulement 10 à 15% en ont réellement une selon des critères objectifs. Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème d'accès. Parce que la connaissance de soi la plus précise, celle qui émerge dans des situations de pression, d'inconfort, de confrontation avec l'incertain, n'est pas accessible dans les conditions normales de confort. Elle ne se révèle que dans l'action, et plus spécifiquement dans l'action qui active la peur. C'est précisément pour ça que faire les choses qui font peur est informatif. Pas parce que c'est héroïque, mais parce que c'est révélateur. Alors le premier axe que j'ai envie d'aborder avec toi dans cette vidéo, c'est la psychologie de la révélation de soi, ce que l'inconfort rend visible. Il y a un concept fondamental en psychologie du développement, la fenêtre de Johari, qui a été développée par les psychologues Joseph Luft et Harry Ingham en 1955 et qu'on utilise toujours aujourd'hui. C'est un modèle à 4 cadrans qui représente ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur soi-même. Le cadran ouvert, ce que je sais sur moi et que les autres savent aussi, mes compétences reconnues, mes traits de personnalité visibles. Le cadran aveugle, ce que les autres voient en moi mais que je ne vois pas moi-même, mes angles morts, mes comportements automatiques dont je ne suis pas conscient. Le cadran caché, ce que je sais sur moi mais que je ne montre pas aux autres, mes peurs privées, mes doutes, mes ambitions inavouées. Et le cadran inconnu, ce que ni moi ni les autres ne savons sur moi, les capacités et les limites qui n'ont jamais été testées. Et c'est ce 4e cadran, l'inconnu, qui est le plus intéressant, parce que c'est précisément là que vivent les choses qu'on découvre sur soi, en faisant ce qui fait peur. Chaque fois qu'on s'expose à une situation nouvelle et inconfortable, on réduit la zone inconnue. On découvre une capacité qu'on ne savait pas qu'on avait, ou une limite qu'on n'avait jamais testée, ou une valeur qui devient évidente par contraste avec ce qu'on vient de traverser. Et cette découverte, ce déplacement de l'inconnu vers le connu, est la définition même de la croissance. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel et c'est durable. Alors je te propose ce premier outil, le journal de la fenêtre de Johari. Après chaque expérience difficile, pose-toi ces 3 questions par écrit. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi que je ne savais pas avant ? Qu'est-ce qu'elle a révélé sur mes vraies valeurs ? Par contraste avec ce que je croyais valoriser. Qu'est-ce que les autres ont vu dans ma façon de traverser cette expérience, que je n'aurais pas vu seule ? Ces 3 questions déplacent progressivement les informations de la zone inconnue vers la zone ouverte. Et cette clarté accumulée sur qui tu es vraiment est la base la plus solide possible pour construire une vie professionnelle alignée. Le deuxième axe que je veux discuter avec toi dans cette vidéo, c'est la neurologie de la croissance, ce qui se passe dans le cerveau quand on traverse la peur. Quand tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu t'en sors, il se passe quelque chose de précis dans ton cerveau. Plusieurs choses en réalité. La première, une libération de dopamine. La dopamine, souvent décrite comme l'hormone du plaisir, est plus précisément l'hormone de l'anticipation et de la récompense. Et les recherches du neuroscientifique Wolfram Schultz ont montré quelque chose de fascinant. La dopamine n'est pas libérée en réponse à la récompense elle-même, elle est libérée en réponse à une récompense inattendue ou à une récompense meilleure qu'anticipée. Ce qui veut dire que quand tu traverses quelque chose qui te faisait peur et que tu découvres que tu en étais capable, la surprise de cette découverte génère une libération de dopamine particulièrement intense. Et ton cerveau enregistre cet environnement comme étant significatif.
Il crée une connexion neuronale forte entre « j'ai fait ce qui me faisait peur » et « j'en étais capable ». Et cette connexion, répétée, devient la base neurologique de la confiance en soi. La deuxième chose qui se passe, c'est une recalibration de l'amygdale. On a vu dans une vidéo précédente que l'amygdale génère des alarmes parfois disproportionnées face à des menaces perçues. Chaque fois qu'on s'expose à une situation qui activait l'alarme et qu'on traverse cette situation sans que la catastrophe qu'on anticipait se produise, l'amygdale recalibre son évaluation. Elle réduit progressivement l'intensité de l'alarme pour cette catégorie de situation. C'est le principe de désensibilisation, utilisé en thérapie comportementale pour pouvoir traiter notamment les phobies et l'anxiété. Et c'est exactement ce qui se passe naturellement quand on fait régulièrement des choses qui font peur. Le cerveau apprend à travers l'expérience répétée que ces situations sont traversables. Et l'alarme se transforme progressivement en signal d'activation plutôt qu'en signal de danger. La troisième chose qui se passe dans notre cerveau, c'est une consolidation de notre identité. Le neuroscientifique Michael Gazzaniga, pionnier dans l'étude de la conscience, a décrit le cerveau comme un interprète. Un système qui construit en permanence une narrative cohérente sur qui nous sommes, à partir de nos comportements, de nos expériences, de nos choix. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te faisait peur, ton interprète intègre cette action dans ta narrative. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Je suis quelqu'un qui traverse l'inconfort. Je suis quelqu'un qui est capable de plus que ce qu'il pensait. Et cette narrative, construite action par action, devient progressivement ton identité. Pas l'identité que tu voudrais avoir, l'identité que tu as construite parce que tu as fait. Alors je te propose un outil, le tracker de preuves. Crée une liste simple, physique ou digitale, que tu alimentes après chaque expérience difficile que tu traverses. Pas une liste de succès, une liste de preuves. J'ai eu cette conversation difficile alors que je la reportais depuis 3 semaines. J'ai soumis ce projet même si je n'étais pas sûre qu'il était assez bon. J'ai dit non à cette opportunité qui ne m'alignait pas. Ces preuves, accumulées dans le temps, sont le matériau concret de la confiance en soi. Elles disent à ton interprète cérébral qui tu es vraiment. Alors, le troisième axe qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la psychologie de la résilience, ce qu'on apprend sur soi dans les moments de rupture. Il y a une distinction importante que la recherche sur la résilience a mis en évidence, la différence entre la récupération et la croissance post-traumatique. La récupération, c'est-à-dire revenir à l'état d'avant l'événement difficile. La croissance post-traumatique, c'est aller au-delà de l'état d'avant. Émerger de l'expérience difficile avec de nouvelles forces, de nouvelles perspectives, de nouvelles certitudes sur ce qui compte vraiment. Les recherches des psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, menées auprès de personnes ayant traversé des moments traumatiques majeurs, montrent que la croissance post-traumatique se manifeste dans 5 domaines. Une relation plus profonde avec les autres, l'identification de nouvelles possibilités dans sa vie, un sentiment accru de force personnelle, un changement de philosophie de vie, une plus grande appréciation de l'existence, un développement spirituel ou existentiel. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la croissance post-traumatique n'est pas corrélée à la sévérité de l'événement. Elle est corrélée à la façon dont on traite l'événement, et plus spécifiquement à la rumination constructive. Pas la rumination anxieuse, c'est-à-dire tourner en boucle sur ce qui s'est passé sans progresser. La rumination constructive, réfléchir activement et délibérément à ce que l'expérience a révélé sur soi, sur ses valeurs, sur ce qui compte vraiment. Ce que ça veut dire pratiquement, c'est que les expériences difficiles ne produisent pas automatiquement de la croissance. Elles produisent de la croissance quand on les traite activement, quand on leur pose les bonnes questions. Alors je te propose un outil, les 5 questions de la rumination constructive. Après une expérience difficile, que ce soit un échec, une déception, une confrontation, une traversée de peur, prends 20 minutes pour écrire les réponses à ces 5 questions. La première question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sans interprétation, juste les faits. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que ces émotions me disent sur mes valeurs et mes besoins? La troisième question, qu'est-ce que j'ai appris sur moi que je ne savais pas avant? La quatrième question, qu'est-ce que je ferais différemment si c'était à refaire? Et pourquoi? La cinquième question, comment cette expérience change-t-elle ma façon de voir ce qui est possible pour moi? Ces 5 questions transforment une expérience difficile en information et l'information en croissance. Alors le 4e axe que je vais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est la sociologie de l'identité professionnelle. Comment l'action construit qui on est. Il y a un débat fondamental en philosophie et en sociologie de l'identité. Est-ce qu'on agit en fonction de qui on est
ou est-ce qu'on devient qui on est en fonction de comment on agit? Et la réponse de la recherche contemporaine, c'est les deux, mais pas également. L'identité est moins stable et moins prédéterminée qu'on ne le croit. Le sociologue Anthony Giddens, dans son concept d'identité réflexive, décrit l'identité comme un projet continu, quelque chose qu'on construit et reconstruit en permanence, à travers nos choix, nos actions, nos récits sur nous-mêmes. Et la psychologue Carol Dweck, qui est connue pour ses travaux sur les états d'esprit, a montré quelque chose de fondamental. Les personnes avec un état d'esprit de croissance, le growth mindset, croient que leurs capacités peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage. Les personnes avec un état d'esprit fixe, le fixed mindset, croient que leurs capacités sont prédéterminées et immuables. Et cette distinction qui semble en apparence simple a des conséquences profondes sur le comportement face à la peur. Parce que les personnes avec un état d'esprit fixe évitent les situations qui pourraient révéler leurs limites. Parce que, dans un état d'esprit fixe, l'échec est une preuve permanente d'incapacité. À l'inverse, les personnes avec un état d'esprit de croissance cherchent activement les situations difficiles. Parce que l'échec, dans un état d'esprit de croissance, est une information utile sur comment s'améliorer. Et ce que les recherches de Dweck montrent, c'est que l'état d'esprit n'est pas fixe. Il se change délibérément par la façon dont on parle à soi-même, par la façon dont on interprète ses expériences, par la façon dont on traite l'échec et la peur. Alors un nouvel outil pour toi. Le reframing des expériences difficiles. Le reframing ou le recadrage, c'est une technique qui est issue de la thérapie cognitive comportementale. Et l'idée, c'est que les événements ne sont pas intrinsèquement positifs ou négatifs. C'est l'interprétation qu'on en fait qui détermine leur impact. Cette interprétation peut être changée délibérément. Concrètement, pour chaque expérience difficile, pratique le recadrage en 3 étapes. La première étape, c'est identifier l'interprétation qui vient automatiquement. J'ai échoué, je ne suis pas capable. La deuxième étape, questionne cette interprétation. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? La troisième étape, génère une interprétation alternative qui est alignée avec un état d'esprit de croissance. J'ai essayé quelque chose de difficile, j'ai appris ce qui ne fonctionne pas. Je sais maintenant comment faire mieux. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la précision cognitive. Parce que l'interprétation automatique est souvent moins précise et moins utile que l'interprétation construite délibérément. Alors le 5e et dernier axe que je vais aborder dans cette vidéo, c'est les valeurs, nos valeurs sous pression. Comment est-ce que l'adversité révèle ce qui compte vraiment? Il y a une dernière dimension que je veux explorer avec toi. La façon dont les expériences difficiles, et plus spécifiquement la peur, révèlent les valeurs profondes. En psychologie des valeurs, le chercheur Shalom Swartz a développé une théorie universelle des valeurs humaines. Il a identifié 10 valeurs fondamentales présentes dans toutes les cultures et organisées en 2 axes. Le premier axe, ouverture au changement versus conservation, et le deuxième axe, dépassement de soi versus affirmation de soi. Ce qui est intéressant, c'est que dans des conditions normales de confort, ces valeurs restent souvent abstraites. On croit valoriser la liberté, on croit valoriser l'honnêteté, on croit valoriser la contribution. Mais c'est dans les situations de pression, quand 2 valeurs entrent en conflit, quand respecter une valeur a un coût réel, que les vraies valeurs se révèlent. Tu crois valoriser l'honnêteté jusqu'au jour où dire la vérité te coûte quelque chose de concret. Tu crois valoriser l'autonomie jusqu'au jour où l'autonomie implique d'accepter l'incertitude financière. Tu crois valoriser la contribution jusqu'au jour où contribuer demande de sacrifier quelque chose d'autre qui compte pour toi. Et ces moments de conflit entre valeurs, ces moments où la peur est présente parce que le choix a un vrai coût, sont les moments les plus informatifs sur qui tu es vraiment. Pas qui tu voudrais être, qui tu es. Et cette distinction entre les valeurs déclarées et les valeurs réelles, révélées par le comportement sous pression, c'est l'une des informations les plus précieuses qu'on puisse avoir sur soi-même. Alors je te propose un outil, évidemment, la cartographie des valeurs sous pression. Pense à 3 situations récentes où tu as ressenti de la peur ou de l'inconfort dans un contexte professionnel. Pour chacune, identifie quelle valeur était en jeu, quelle valeur était menacée par la situation. Quelle valeur as-tu protégée par ta réaction? Est-ce que ta réaction était alignée avec les valeurs que tu dis porter? Ou est-ce qu'elle a révélé une hiérarchie de valeurs différentes? Cette cartographie, honnête, sans jugement, te donne une image plus précise de ta vraie hiérarchie de valeurs. Et cette image, une fois qu'elle est claire, elle devient le filtre le plus puissant possible pour toutes tes décisions professionnelles futures. Alors on va faire la synthèse de toute cette densité d'informations. Psychologiquement,
La connaissance de soi précise est rare. Elle ne se construit pas dans l'introspection seule. Elle se construit dans l'action, et plus spécifiquement dans les actions qui activent la peur. La fenêtre de Johari nous montre que c'est dans la zone inconnue, celle qu'on explore en faisant ce qui fait peur, que résident les découvertes les plus significatives sur soi. Neurologiquement, traverser la peur libère de la dopamine, recalibre l'amygdale et consolide une narrative identitaire plus forte. Chaque expérience difficile traversée est littéralement câblée dans le cerveau comme une preuve de capacité. En matière de résilience, la croissance ne vient pas automatiquement de l'expérience difficile, elle vient de la façon dont on la traite, par la rumination constructive, par les bonnes questions, par la transformation de l'expérience en information. Sociologiquement, l'identité n'est pas fixe, elle est construite par l'action. Et l'état d'esprit de croissance de Dweck, qui se développe délibérément, est le méta-outil qui rend tous les autres possibles. Et dernièrement, en matière de valeurs, les expériences difficiles révèlent la vraie hiérarchie de valeurs, celle qui guide le comportement réel, par opposition aux valeurs déclarées. Et cette clarté est la base la plus solide pour construire une vie professionnelle alignée. La métasynthèse de tout ça, ce qu'on découvre sur soi en faisant les choses qui font peur, ce n'est pas qu'on est courageux, c'est qu'on est capable. Et cette découverte faite dans l'action, pas dans la réflexion, est la seule qui tienne vraiment dans le temps. Alors pour clôturer, je te propose 3 choses à faire cette semaine. La première, identifie une expérience difficile, récente, que tu n'as pas encore traitée, et applique les 5 questions de la rumination constructive. 20 minutes par écrit, honnêtement. La deuxième, commence ton tracker de preuves. Liste les 5 dernières fois où tu as fait quelque chose qui te faisait peur, même petit, même imparfait, et relis cette liste à chaque fois que le doute arrive. La troisième, identifie une chose que tu évites depuis un moment parce qu'elle te fait peur, et applique la technique du recadrage. Quelle est l'interprétation automatique que tu en fais ? Quelle serait l'interprétation alternative, alignée avec un état d'esprit de croissance ? Et quelle est la plus petite action possible dans cette direction que tu pourrais faire là, cette semaine ? Et si tu veux un cadre pour pouvoir développer cette connaissance de toi-même de façon progressive et structurée, tu peux rejoindre le parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Chaque jour, une action concrète, maximum 10 minutes, construite pour avancer avec plus de clarté sur qui tu es et où tu veux aller. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on va parler de pourquoi suivre ta passion est probablement le pire conseil qu'on puisse te donner. Et on va parler de ce que la recherche nous dit vraiment sur la façon dont les gens trouvent un travail qui a du sens. À très vite. Bye.